Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Jahazi le podcast du site d'histoire-géographie de l'Académie de Mayotte. Notre objectif est d'abord d'apporter un éclairage scientifique et pratique en interviewant des chercheurs, des enseignants, spécialistes d'une notion contenue dans les programmes d'histoire-géographie, de MC ou de spécialité. Jahazi le podcast est ensuite le moyen pour notre discipline, dans une région géographiquement éloignée des grandes institutions scientifiques et culturelles, de garder une mémoire des entretiens donnés par les spécialistes. Jahazi le podcast se veut enfin un instrument d'auto-formation professionnelle, conçu comme un écho des stages organisés dans le cadre du plan académique de formation. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Emmanuel de Varesquiel. Emmanuel de Varesquiel, vous êtes donc docteur en histoire, professeur des universités, vous êtes chercheur à l'école pratique des hautes études, vous avez été éditeur aux éditions Perrin et Talandier, vous avez été directeur de collection chez Larousse, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont des biographies passionnantes, comme celle de Richelieu, publiée en 90 et rééditée en 2009, celle aussi de Talleyrand, intitulée Talleyrand, le prince immobile, publiée en 2003, et une autre plus récente en 2011, intitulée Talleyrand, dernière nouvelle du diable, ou encore une biographie de Fouché, publiée en 2014, intitulée Fouché, les silences de la pieuvre. Alors, pour animer ce podcast avec moi, comme à l'accoutumée, monsieur Clément Camouly-Lecran, professeur d'histoire-géographie, formateur académique et chargé de mission d'inspection. Alors, Emmanuel de Varesquiel, nous vous recevons aujourd'hui donc pour évoquer votre thème de recherche, à savoir l'histoire de la France du 19e siècle, et plus particulièrement l'histoire des représentations de la Révolution française. Alors, pour débuter ce podcast, une première question. Quand on parle de la Révolution française, en fait, de quoi parle-t-on? Et pourquoi y mettre une majuscule alors que des révolutions, il y en a déjà eu d'autres, par exemple celle de 1830 ou celle de 1848. C'est un débat d'ailleurs au sein des éditeurs. Mettons, est-ce qu'on met un grand thème à monarchie ou un petit thème, et est-ce qu'on met un grand R à révolution ou un petit R? Euh, bon, je serais plutôt du parti de ceux qui mettent un grand R à révolution. Pourquoi? Parce que elle a littéralement traversé toute notre histoire contemporaine, qu'elle a été à la fois par ses principes fondatrices et en même temps clivante dans la réorganisation de la société sur le principe de l'égalité à partir de 1789, et que je suis bien placé pour le savoir, étant surtout un historien de ce qu'on a appelé les monarchies constitutionnelles entre 1814 et 1848. Elle a déterminé et aimanté, pour dire les choses, tous les débats théoriques, institutionnels, d'histoire politique et d'histoire sociale du 19e siècle. Et je dirais dans un sens que nous en sommes nous en sommes un peu les héritiers, et que l'ombre portée de la révolution, nous sommes encore dans l'ombre portée de cette révolution de 1789. Et donc, oui, la révolution avec un grand R, elle est également, elle s'inscrit évidemment dans un cycle révolutionnaire qui traverse toute la seconde moitié du XVIIIe siècle. Elle ne tombe pas miraculeusement d'un ciel sans nuages en 1789. Elle s'inscrit dans une continuité qui est celle de la Révolution américaine, à laquelle d'ailleurs un corps expéditionnaire français participe sous la monarchie, sous le règne de Louis XVI. Et puis ensuite, ce qu'on a appelé la Révolution batave au début des années 1780, et en même temps, et aussi la Révolution genevoise. Donc, si vous voulez, elle s'inscrit dans un cycle révolutionnaire qui touche les deux continents, mais en même temps, pour reprendre une expression de François Furet dans Penser la Révolution française, elle est une exception. Elle est une exception parce qu'à la différence de ce qui s'est passé dans d'autres pays, je ne vous vois plus. Euh, à la différence de ce qui s'est passé, c'est troublant de ne plus vous voir. Vous avez disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà, vous regardez. Ah, c'est drôle alors. À la différence de ce qui s'est passé dans d'autres pays, elle est, je dirais, totalisante, unilatérale. Elle est tout à la fois institutionnelle, politique et sociale. Elle est, elle est violente et elle est soudaine, et elle transforme le principe de souveraineté en l'espace de quelques jours.
Et de ce point de vue-là, elle a quelque chose de très particulier, cette Révolution française, quand on la compare aux autres révolutions américaines ou européennes. Très bien, merci. Mais alors, est-ce que vous auriez la possibilité de nous borner chronologiquement la Révolution française? Euh, Finalement, quand Mais, est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle se termine? mais est-elle terminée? C'est une vraie question. Les bandes chronologiques ont varié à l'infini et dépendent des historiens qui les posent. La bande chronologique la plus classique, c'est une décennie, c'est 1789-1799. On sait à la suite du coup d'État opéré par Bonaparte le 18 et le 19 Brumaire en 8, donc en novembre 1799, vous connaissez la phrase prononcée par Bonaparte. Euh, la révolution est terminée, elle s'arrête aux principes qui l'ont commencé. Et Bonaparte pense, comme d'autres le penseront à sa suite au XIXe siècle, pouvoir terminer cette révolution qui n'en finit pas de continuer en réalité. D'autres historiens, et je pense à François Furet, imaginent des bornes chronologiques beaucoup plus larges. On l'a fait tous commencer en 89. En réalité, elle commence bien avant 89. Il faut reprendre les études de Jürgen Habermas sur l'espace public du politique et la formation de l'opinion publique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et d'autres travaux encore qui font commencer la Révolution française bien avant 1789. Mais en ce qui concerne ces limites, François Furet propose une limite, des bandes chronologiques beaucoup plus larges. Il propose de terminer la Révolution française au commencement de la Troisième République, c'est-à-dire grosso modo à partir de l'amendement Vallon au début des années 1870. Donc, ces bandes chronologiques, elles sont très variables. Je ne pense pas qu'on puisse mesurer, je dirais, la durée de la Révolution à des dates. Je pense qu'il faut plus la mesurer à la vivacité et à la vivacité de ses principes et au fait de savoir si ces principes révolutionnaires, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, et puis un peu plus tardivement, à partir de 1791, la fraternité, et puis aussi le principe d'indivisibilité de la République, tant que ces principes restent vivants, pour moi, la révolution reste vivante, avec ou sans violence. D'accord. Mais alors, depuis tout à l'heure, on parle de révolution. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est qu'une révolution en histoire et quelle différence on peut faire entre révolution, révolte, jacquerie, peut-être, trouble? Oui, et je pense qu'une révolution, il y a un certain nombre il faut une conjonction de coordination d'un certain nombre d'éléments, des causes immédiates qui peuvent tenir. Et encore, la Révolution française éclate dans un univers de progrès économique et social qui traverse tout le 18e. Mais il faut des causes immédiates qui relèvent de ce qui est le cas à partir de 1787, d'une crise de l'État, de crise frumentaire et fiscale. On sait que la révolution s'inscrit dans une série d'émeutes qui traversent tout le territoire de la monarchie. On compte quelques 300 émeutes entre janvier et mars 1789. Pas seulement dans le Midi et en Île-de-France, mais en Bretagne, mais dans le nord de la France, mais dans l'Est. Donc ça, ce sont les causes immédiates. Les causes profondes et le fait que l'émeute tourne à la révolution ou devient révolution, je dirais, elles sont assez subjectives et assez difficiles à mesurer. Pour moi, je reprendrais presque les termes de Victor Hugo dans Les Misérables. La révolution advient lorsqu'on a l'utopie au bout de son fusil, lorsqu'on pense que les rêves peuvent devenir réalité. Je pense que la révolution se nourrit
de ce passage du rêve à la réalité ou de ce qu'on croit être un passage du rêve à la réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'en finit pas de se terminer parce que l'arrivée à la réalité, l'atterrissage est toujours un petit peu difficile, quoi, y compris pour les révolutionnaires qui, pour la plupart, ont été guillotinés pendant la Révolution. Vous connaissez le mot de Vergniaud, la Révolution est comme Saturne, elle dévorera tous ses enfants. Et donc, je pense que la Révolution advient lorsque, au sein même de l'émeute ou du trouble social, vous avez euh, à la fois du point de vue des idées, mais aussi, et c'est très important du point de vue des fantasmes, une part d'utopie suffisamment importante qui puisse l'emporter. Voilà. D'accord, très bien. Alors, quand on pense à révolution, on peut aussi penser finalement, à la définition en physique d'une révolution. En physique, une révolution, c'est un tour complet sur soi-même pour revenir au point de départ. Oui. Alors, question un peu taquine peut-être, mais est-ce que la Révolution française, celle de 89, est-ce que ce serait pas ça finalement? Dans le Un sens, retour au point de départ. alors, un retour au point de départ, non. Si, parce qu'au fond, la Révolution s'inscrit sur fond d'absolutisme monarchique et elle invente un nouvel absolutisme qui est celui de la nation. Donc, il y a il y a une forme mimétique dans je dirais, dans l'invention de la Révolution en 1789. Mais c'est une révolution complète, pour utiliser votre métaphore physique, dans la mesure où d'abord, elle s'inscrit sur un fond d'amnésie. Vous savez, la fameuse damnatio memoriae de l'Ancien Régime. D'ailleurs, voilà pourquoi on appelle la monarchie très rapidement l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement, et ça c'est révolutionnaire, de créer non seulement une nouvelle nation, mais un homme neuf, mais pas seulement dans les principes, mais aussi dans sa psyché, dans sa pensée profonde. Et voilà pourquoi cette révolution s'inscrit sur un fond, n'en déplaise à Robespierre, mais tout de même pour moi les véritables révolutionnaires sont hébertistes, sur un fond d'agnosticisme et d'anticléricalisme très profond. Il s'agit d'inventer une nouvelle sacralité. Elle est inventée dans un certain sens à l'occasion du serment du jeu de paume le 20 juin 1789, lorsque les députés du tiers-État jurent de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. Ils le jurent à la romaine, c'est-à-dire bras levés. David représente, comme il représenterait une allégorie d'ailleurs de la Révolution tout entière, ce serment, et je pense qu'un certain nombre de nos professeurs connaissent très bien ce tableau. C'est une allégorie de cette nouvelle sacralité républicaine qui deviendra très vite républicaine à partir du 20 septembre 1792. C'est un renversement, ce n'est pas seulement un renversement de souveraineté, où la souveraineté passe très rapidement et très brutalement de la tête du roi à la tête de la nation, ne serait-ce que par le premier serment prêté par les députés du tiers-État convoqués au sein des États généraux par le roi Louis XVI en mai 1789. Le 17 juin 1789, les députés du tiers-État s'instituent Assemblée nationale. Lorsqu'ils se disent représentants de la nation, ils considèrent qu'ils sont les seuls à incarner la nation sans demander leur avis au roi. Ils dépossèdent le roi de ce principe d'incarnation ou d'identité avec la nation. Ils séparent le roi de la nation. Et en cela, le renversement de souveraineté et le renversement de légitimité qui va avec, on le trouve sur ces deux journées, le 17 juin 1789 et le 20 juin 1789. Donc, ce n'est pas seulement un renversement de sacralité, des sacralités anciennes de cette alliance du trône et de l'autel sur laquelle était fondé l'absolutisme monarchique, mais aussi un renversement de souveraineté. Et c'est en cela que cette révolution française doit porter un grand air et doit être considérée comme une exception. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, on a parlé de la Révolution, parlons un petit peu du régime qui vient après, la Restauration, la Restauration des Bourbons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce régime et qu'est-ce qu'on entend par restauration?
Alors, excusez-moi, mais je reviens quand même un tout petit peu en arrière sur ça vous ennuie pas? Alors, Votre avec plaisir. question sur la Révolution. Vous m'avez posé la question de savoir ce qui faisait une révolution, ce qui faisait qu'on passait de l'échauffourée, de l'émeute, de la colère à la révolution. Il y a un élément qui me paraît absolument essentiel et qui va être, je dirais, augmenté d'autant par le principe d'indivisibilité, c'est celui d'ennemi. On travaille à l'indivisibilité d'une nation nouvelle contre ceux qui portent des idées contraires. Et le principe d'indivisibilité oblige au fond et a obligé les révolutionnaires à considérer leurs opposants comme des ennemis. À partir du moment où vous posez, comme cela a été posé le 20 juin 1789, le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la nation, vous ne pouvez pas accepter quelque principe politique que ce soit du côté de la négociation ou du compromis. Vous êtes pour ou vous êtes contre. Je vous rappelle ce petit épisode extraordinaire pour revenir au 20 juin 1789, à ce serment du jeu de paume. Parmi les 450 députés du tiers-État qui ont signé, et les registres existent, je les ai vus, ils sont conservés à l'Assemblée nationale, qui ont signé à la suite du serment prêté de ne jamais se diviser avant d'avoir donné une constitution à la nation, un seul député, Martin Dauche, qui était un député du tiers-État de Castelnaudary, a signé Martin Dauche opposant. Il est le seul à avoir considéré que c'était pas bien de prêter serment sans demander son avis au roi. Et on a failli lyncher ce pauvre, on l'a fait passer pour fou d'ailleurs, ce pauvre Martin Dauche. Bailly, qui préside la toute nouvelle Assemblée nationale, avait beaucoup de mal à concevoir l'opposition politique au sein même de l'Assemblée. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas d'opposants, vous avez des ennemis, vous avez forcément des comploteurs. Et je crois qu'on ne peut. Il y a un très beau livre qui vient de sortir d'ailleurs sur la notion de complot sous la Révolution française. J'y ai pas mal travaillé moi-même dans un livre qui s'appelle 7 jours, la France entre en révolution. Cette idée de complot qui apparaît dès 1789. En 89, on parle déjà du complot aristocratique, c'est-à-dire des ordres privilégiés, entre guillemets, du clergé, de la noblesse, qui s'allieraient contre les députés du tiers-État. La salle générale des États généraux serait minée par la reine Marie-Antoinette. Paris serait sur le point d'être pris de vive force par les armées royales, qui par ailleurs n'existaient pas, mais peu importe. Et cette notion de complot, elle a été le combustible même, elle est au cœur du processus révolutionnaire. Et on passe du complot aristocratique petit à petit à la loi des suspects en septembre 93 et aux grandes lois de prairial de juin 1794 sur les ennemis de la République. Cette notion de complot, je me souviens de Brissot, un mot de Brissot à la tribune du Club des Jacobins. Vous l'avouerai-je, messieurs, la révolution a besoin de grandes trahisons. C'est le fameux Pit et Cobourg. Trahison réelle pour une part, imaginaire pour une autre, mais il n'y a pas de révolution sans l'existence ou l'invention, n'en déplaise, et Dieu sait que je me méfie des complotistes, mais non, sans cette idée de complot. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, Alors, du on coup, passe à jusqu'à la maintenant, restauration. voilà, passons à la restauration. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que ce régime? De quoi parle-t-on quand on parle de restauration? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les dates, les acteurs clés? Alors, on rentre là dans des périodes qui sont peut-être moins connues de vos historiens et de vos professeurs d'histoire et géographie, parce que ce sont des périodes qui n'ont jamais été mises mise en avant par l'historiographie républicaine, même si on est en plein renouveau des études sur ce qu'on appelle les monarchies constitutionnelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ovni qui a été, à mon avis, d'un côté comme de l'autre, d'un bord comme de l'autre, assez mal interprété. Pour en donner les bornes chronologiques, au fond, c'est une période assez courte.
qui commence à la chute de l'Empire en 1814 avec la première abdication de Napoléon et qui se termine une première fois en 1830 avec cette fameuse révolution des barricades, les Trois Glorieuses de 1830, mais en réalité en 1848 avec la chute de la branche cadette des Bourbons, qui est la branche d'Orléans de Louis-Philippe Ier, roi des Français. Ces monarchies constitutionnelles, cette restauration, elle a été considérée comme pendant longtemps par l'historiographie républicaine, comme une parenthèse de l'histoire, au mieux comme une parenthèse de l'histoire, au pire comme une espèce d'ultime chant du cygne de la monarchie absolutiste d'avant 1789. En réalité, pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure, je pense que c'est une période tout à fait extraordinaire et assez, je dirais, inédite de notre histoire contemporaine. C'est la fondation d'une expérience politique et parlementaire toute nouvelle qui a mal pu s'exprimer sous la Révolution. Vous connaissez le mot de Guizot par lesquels il commence ses mémoires. Sous la Révolution, on se battait, sous l'Empire, on se taisait. La Restauration a été ce moment de paix euh, au cours duquel on a tenté ses premières expériences de démocratie parlementaire. Et donc, pour moi, c'est une sorte de fondation d'un régime mixte assez étrange qui tient un peu de la quadrature du cercle, avec d'un côté un principe d'hérédité monarchique incarné par les frères cadets de Louis XVI, qui tout de même devraient logiquement avoir été remisés dans les placards de l'histoire, Louis XVI ayant été guillotiné place de la Révolution le 21 janvier 1793, les frères de Louis XVI qui sont respectivement Louis XVIII, qui est le comte de Provence devenu Louis XVIII, et le comte d'Artois devenu Charles X à la mort de son frère Louis XVIII à partir de 1824. Donc un principe d'hérédité monarchique d'un côté, et de l'autre, les principes de la Révolution, qui sont en particulier les principes de liberté et d'égalité. Plus de liberté que d'égalité d'ailleurs, mais on ne saura jamais vraiment, et sous la Révolution, et sous les monarchies constitutionnelles, de quelle égalité on parle. On parle d'égalité civile, bien entendu. Elle a été reconnue par le texte constitutionnel qui s'appelle la Charte constitutionnelle, qui va être jurée par le roi le 4 juin 1814. Mais on n'est pas encore dans une situation d'égalité politique. Le suffrage qui conduit la représentation parlementaire à la Chambre, qu'on appelait à l'époque la Chambre des députés, c'est un suffrage censitaire, qu'on va théoriser d'ailleurs comme étant l'expression même de la raison. Ceux qui peuvent exercer le pouvoir politique sont quelques 200 à 300 000 individus sur les quelques 24 à 26 millions d'habitants de la France en 1814, qui, par leur fortune et leur richesse et les acquis de richesse qui ont été les leurs, peuvent précisément exercer sous une forme représentative le pouvoir politique. Et donc, on n'est pas du tout dans un cadre, mais on n'était pas beaucoup plus sous l'Empire, dans un cadre d'égalité politique, et encore moins dans un cadre d'égalité sociale. On ne l'est toujours pas d'ailleurs. C'est ce qui fait à la fois la grandeur et je dirais l'éternité de la Révolution, c'est qu'elle a posé des principes tellement hauts, je pense au principe d'égalité, qu'on continue encore à courir après. Euh, et donc, voilà, donc dans cette charte constitutionnelle qui a été voulue par Louis XVIII, qui est rappelée au pouvoir par le Sénat conservateur de Napoléon Ier, de façon d'ailleurs tout à fait illégale, non pas comme Louis XVIII, roi de France, mais comme Louis Stanislas Xavier de Bourbon, frère du dernier roi, qui était Louis XVI.
Louis XVIII, dans un texte tout à fait extraordinaire, court et obscur, disait Talleyrand en souriant, mais rien ne vaut les constitutions courtes et obscures qui peuvent avoir des interprétations souples. Dans ce texte de la charte constitutionnelle, qui est divisé en deux grandes parties, a commencé première partie par les droits des Français, qui avaient été un peu oubliés sous le Consulat et sous l'Empire par Napoléon. Les principes de la Révolution sont nettement posés. Les biens nationaux, c'est-à-dire les biens de la noblesse et du clergé qui ont été acquis par la nation, qui ont été d'abord confisqués puis acquis par les citoyens, sont préservés. Les libertés, toutes les libertés, liberté de conscience, liberté de parole, liberté de réunion, liberté de tribune, liberté de presse, bien entendu, sont acquises dans cette charte, et le principe de l'égalité civile également. Donc, on a d'un côté les droits de la nation qui sont affirmés très clairement sur un socle révolutionnaire, ça c'est absolument indéniable, et de l'autre les droits du roi. Et au fond, le paradoxe, c'est que le roi bénéficie par rapport, par exemple, à la Constitution de 1791, qui avait fait de Louis XVI le premier fonctionnaire de la nation, entre guillemets, comme disait Mirabeau, le Louis XVIII va bénéficier de la centralité révolutionnaire et de la centralité impériale. Lorsque son neveu, le duc d'Angoulême, débarque à Toulouse et que la noblesse de Toulouse lui dit on va rétablir les États provinciaux et les anciennes provinces du royaume et les parlements, le duc d'Angoulême dit qu'il n'a pas du tout envie des anciens parlements de l'ancienne monarchie, qui préfèrent de loin les départements avec des préfets, que c'est beaucoup plus facile de gouverner avec des préfets et des départements qu'avec ces épouvantables parlements d'Ancien Régime qui n'avaient fait que mettre des bâtons dans les roues des rois successifs depuis Louis XIV jusqu'à Louis XVI. Et d'ailleurs, je pense que la Révolution est née de ce que Madame de Boufflers appelle le choc de l'aristocratie et de la monarchie, de cette guerre larvée entre une aristocratie parlementaire d'un côté et l'absolutisme monarchique de l'autre. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais en tout cas, Louis XVIII va bénéficier, je dirais, des principes d'indivisibilité, des principes d'uniformité, des principes de centralité qui ont été mis en place par les Jacobins entre 1792 et 1794. Et il va s'en servir, mais non pas au nom de la Révolution, mais au nom de l'hérédité monarchique et de la dynastie des Bourbons. C'est cette espèce de paradoxe-là, la restauration. Et un paradoxe qui s'exerce dans une période de paix, parce que le premier acte politique de Louis XVIII, c'est de signer la paix avec la dernière coalition européenne qui s'était opposée à Napoléon, après 25 années de guerre, de révolution, de conquête et de principes contre toute l'Europe. Pour la première fois, la France est en paix en 1814 et le restera d'ailleurs en tout cas à l'intérieur de ses frontières, jusqu'en 1848. Donc la politique, les expériences politiques, les expériences parlementaires, le principe du jury de jugement, la réforme de la justice, la réforme de la presse, tout ceci va pouvoir s'exercer dans une période de relative liberté si on la compare à la Révolution et à l'Empire. Et donc, pour moi, cette période, c'est vraiment la naissance du point de vue du parlementarisme, si on est d'accord avec le principe de la représentation parlementaire, de ce qu'on appelle la démocratie parlementaire. Je sais que certains ne le sont pas, mais si on est d'accord avec ce principe-là, sur lequel nous vivons aujourd'hui dans notre démocratie française, cette démocratie parlementaire a véritablement connu son acte fondateur au cours de cette période entre 1814 et 1848. D'accord. Est-ce que vous pourriez juste rappeler, s'il vous plaît, ce que c'est exactement qu'une monarchie parlementaire et la différence entre monarchie absolue et monarchie parlementaire? L'absolutisme monarchique veut que passe par le principe d'une unicité des pouvoirs d'État. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont incarnés par une seule, même et seule personne, qui est le roi. Même si on sait bien que l'absolutisme parlementaire n'est pas un totalitarisme.
précisément le roi exerce ses décisions à travers toute une série de corps intermédiaires, de filtres, qui sont les parlements dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais les provinces, les assemblées provinciales, les corporations, les paroisses, les assemblées de ville, etc., etc. Mais toute décision et toute justice relève du roi, alors que la monarchie parlementaire passe par le principe d'une division du pouvoir législatif. Le roi accepte et consent, et c'est ce que fait Louis XVIII à travers sa charte constitutionnelle de 1814, le partage de sa puissance législative dans la mesure où le législatif, qui est composé de deux chambres, comme vous le savez, une chambre basse dite chambre des députés, et une chambre haute qui est un peu l'ancêtre de notre Sénat actuel, qui est la chambre des pairs, une chambre dite populaire d'un côté et la chambre des sages de l'autre. Cette puissance législative vote l'impôt et vote le budget. Elle émet aussi des propositions de loi. Elle a un droit d'adresse vis-à-vis ou d'amendement vis-à-vis des propositions de loi qui sont émises par le gouvernement. Donc, la puissance législative s'exerce à la fois du côté du roi et du côté de la représentation nationale. Et c'est en ça qu'on parle de monarchie parlementaire. D'accord, merci beaucoup. Alors, autre question. Oui, allez-y, pardon. Ceci étant résumé de façon très schématique, hein. Non, mais c'est parfait comme ça, c'est extrêmement clair et vraiment, je vous remercie pour votre réponse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi le roi Charles X rencontre une révolution en 1830? Qu'est-ce qui s'est passé entre 1824 et 1830 pour que finalement ce qui a commencé comme finalement un règne, on va le dire quand même assez conservateur, un roi qui se fait sacrer dans la plus pure tradition bourbonienne, et finalement au bout de 6 ans d'un règne très court, il est contraint d'abdiquer et contraint à l'exil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je précise tout de même que Louis XVIII ne s'est pas fait sacrer, mais aurait voulu l'être. Les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu l'être. Les 100 jours, le retour de Napoléon de ce que Chateaubriand appelle le carré de chou de l'île d'Elbe, les 100 jours qui recommencent un peu la Révolution d'ailleurs et les divisions françaises, alors que toute la Restauration, dans un certain sens, le roi gouverne au centre, Louis XVIII gouverne au centre, entre deux oppositions, une opposition de droite ultra-royaliste qui veut précisément un retour à cette espèce de rêve ou de paradis perdu de l'Ancien Régime qui ne peut plus et n'a jamais vraiment existé, et d'autre côté, une opposition de gauche qui est incarnée par le libéralisme le plus radical. Donc, c'est le leitmotiv de la propagande royaliste, et pardon et oubli, avec ce paradoxe d'ailleurs qui peut exister. À partir du moment où on pardonne à son ennemi, donc on n'oublie pas qu'il l'a été. Et c'est tout le paradoxe de cette tentative d'oubli et à la fois d'oubli de la Révolution, tout en construisant un régime qui repose sur ses principes mêmes. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux derniers rois de France, qui sont Louis XVIII et Charles X? Louis XVIII qui a une intelligence politique et une expérience politique tirée de l'Angleterre, car il a été en exil, une grande partie de son exil, il a été 25 ans en exil, hein. Il quitte la France, le royaume, au début de la Révolution en 1791, et il ne rentrera qu'en 1814. Et ça dénote d'ailleurs d'un tempérament. À aucun moment, il y a cette magnifique phrase de Chateaubriand sur Louis XVIII, le roi est roi partout, dans une crèche ou sur un trône. Le roi a toujours cru, Louis XVIII a toujours cru en son étoile, quels que soient les aléas de son exil. Il a été abandonné de tous. Il a traversé à plusieurs reprises l'Europe, sans armée, sans cour et sans argent, pour atterrir en Angleterre. Et il a acquis une véritable expérience parlementaire de ces années anglaises, de 1807 à 1814. Et puis, il a une intelligence politique qui lui donne à comprendre et qui lui fait comprendre que la Révolution a profondément transformé la société, qu'elle a des racines profondes, déjà en 1814, et que il ne peut rétablir un régime monarchique, quel qu'il soit,
sans prendre en compte et sans tenir compte des principes de la Révolution. Ça, c'est le point de vue de Louis XVIII. Charles X va rester dans une attitude qui est celle de, d'assimiler la Révolution au complot d'une faction, de factieux. Il a au fond les mêmes idées que Marie-Antoinette en 1789. Il pense que la Révolution n'a pas de racines solides dans le pays. Et comme dirait Musat de façon très cruelle, Charles X est tombé du côté où il penchait, c'est-à-dire autour de cette idée qu'il pouvait se passer de la représentation parlementaire, dont il va forcer la main par les ordonnances de 1830, en remettant en cause une majorité qui est hostile à son gouvernement, en n'exerçant pas le principe parlementaire je dirais, de l'équivalence d'un gouvernement avec une majorité. Il refuse ça et il conserve ce gouvernement très réactionnaire incarné par le prince de Polignac en 1830. Et pour le conserver, il promulgue ces fameuses ordonnances qui suppriment la liberté de la presse, qui renvoient le Parlement, qui dissout le Parlement, et qui va provoquer les fameuses Trois Glorieuses, les fameuses journées de juillet. Donc il faut mesurer aussi les attitudes par rapport à la Révolution, à l'intelligence des uns et des autres. Il y a une différence d'intelligence de ce qu'a été la Révolution entre les deux frères cadets de Louis XVI, Louis XVIII d'un côté et Charles X de l'autre. Même si humainement, Charles X il a été considéré un peu comme le roi chevalier, un roi de la fidélité, mais précisément de toutes les fidélités, y compris la fidélité monarchique telle qu'il la rêvait avant 1789. Mais pour autant, à aucun moment, Charles X n'a rétabli le régime d'avant 89. Le régime parlementaire s'exerce à partir de 1824, date de son accession au pouvoir. Mais donc, si je vous ai bien compris, c'est donc le fait d'avoir rogné sur les libertés, notamment la liberté de la presse, qui a conduit, entre autres choses, mais qui a conduit à la Révolution de 1830. Oui. D'accord, très Oui. bien. Autre chose également importante, on l'oublie un peu, mais Charles X, c'est aussi celui qui a lancé l'expédition coloniale en Algérie. Oui. C'est évidemment un pan assez sombre de l'histoire de France, avec tous les drames humains qui ont Sombre découlé. aujourd'hui, mais glorieux en 1830. Oui, alors justement, c'était la Faites question pas que je voulais vous poser. d'anachronisme. Voilà, alors justement, c'était la question que je voulais vous poser. Mm. Est-ce qu'on peut considérer que l'expédition d'Alger, Conduite par le maréchal de Bourmont. voilà, est-ce qu'on peut considérer que c'est finalement une tentative un petit peu de redorer le blason un peu terni du ministère Polignac dans ces dernières semaines? Non, parce qu'elle était prévue bien avant le clash qui a eu lieu entre le pouvoir exécutif du roi d'un côté et la Chambre des députés de l'autre. Et la prise d'Alger par Bourmont en 1830 est le résultat d'un long conflit. Un conflit avec les Barbaresques d'un côté, qui remonte quasiment à la Révolution, en tout cas au directoire ou au consulat, et de l'autre, un conflit avec l'Angleterre sur la question de savoir qui domine la Méditerranée. Est-ce que la Méditerranée sera une mer anglaise? Bonaparte a déjà tenté de mettre la main sur l'île de Malte, au cœur de la Méditerranée, au moment de son expédition d'Égypte en 1798, qu'il ne va pas tenir d'ailleurs. Malte va rester française pendant 3 ans, puis va redevenir assez rapidement anglaise. Et tout l'affrontement franco-anglais est un affrontement pas seulement continental, mais également océanique et un affrontement sur les mers, sur la question de la domination des mers, et en particulier de la domination de la Méditerranée, qui jusqu'alors est une mer anglaise. Et l'expédition d'Alger s'inscrit à la fois dans ce long dissentiment de la France, qu'elle ait été monarchique ou république avec les Barbaresques, mais en même temps dans un rapport de pouvoir
entre la puissance française et la puissance anglaise. D'accord, très bien. D'ailleurs, ouais, voilà. Non, mais allez-y, poursuivez. Alors, alors l'expédition n'est pas prévue au départ, elle est prévue de très longue date, donc elle n'est pas considérée comme un moyen de compenser une situation qui, par ailleurs, du point de vue de la politique intérieure, se détériore. Mais Charles X va quand même avoir l'espoir que cette nouvelle de la prise d'Alger, qui tombe le 7 juillet 1830, donc quelques jours avant les ordonnances, va redonner confiance aux Français et va lui permettre de publier ces fameuses ordonnances qui vont immédiatement être très impopulaires, en tout cas du point de vue des élites. Mais alors, question, Charles X, il devait quand même bien s'en douter que le fait de publier ces fameuses ordonnances, ça allait le mettre en danger, ça allait provoquer une forme de mécontentement dans la population. Bah, Alors, on pourrait légitimement se demander pourquoi est-ce qu'il les a fait quand même publier. s'il s'en était douté, il ne les aurait pas publiés. Charles X sort d'une série comment dire, de grandes tournées françaises, notamment dans l'Est de la France, qui ont été d'immenses succès populaires. Et il est persuadé que la question des chambres est une question, la question de la représentation parlementaire est une question annexe et elle ne remettra pas son pouvoir en cause à tort. Mais encore une fois, s'il avait eu quelques doutes supplémentaires, il ne se serait pas lancé dans une pareille aventure, que D'accord, même les députés d'opposition regretteront par ailleurs. très bien. Alors, une dernière question pour ma part, et vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure quand vous avez abordé le serment du jeu de paume. Euh, L'entrée par l'histoire des arts est particulièrement privilégiée en histoire-géographie au collège et au lycée. Est-ce que vous pourriez peut-être nous conseiller quelques œuvres de cette époque, que ce soit picturales ou autres, que l'on pourrait utiliser avec les élèves pour permettre une meilleure compréhension de la période? Alors, très bien. Je voudrais faire un petit préambule. Du point de vue de la méthodologie, du travail de l'historien, j'en ai toujours été le partisan et j'ai essayé de l'appliquer autant que faire se peut. Je considère que l'image est une source à part entière pour l'historien. C'est du sens et des signes, l'image, hein. Et d'ailleurs, j'ai monté un séminaire à l'école pratique des hautes études qui s'appelle très pompeusement Iconographie politique du 19e siècle et qui consiste à travailler et à mettre en comparaison sur un même thème ou sur un même sujet ou sur un même objet d'histoire, l'image et l'écrit. Ça, c'est vraiment très important. Et dans mes travaux de recherche et dans mes livres, j'utilise beaucoup les images, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et quelle qu'ait été leur diffusion, depuis la peinture en passant par la gravure et jusqu'à l'image d'Épinal. Donc ça, c'est un point, j'ai même écrit un certain nombre d'articles en méthodologie sur cette question des images dans, je dirais, dans le sillage de Francis Haskell, hein. Vous connaissez ce livre magnifique qui s'appelle L'historien et les images. Maintenant, quelles seraient les images les plus emblématiques de cette période? J'en vois évidemment deux. Du côté de la Révolution, c'est le Sacre dont on a parlé de David, qui n'a jamais été une peinture, car David ne l'a jamais achevé, comme vous le savez. C'est toujours resté à l'état de dessin. La Révolution a été beaucoup trop vite pour que David puisse l'achever, puisque un certain nombre des participants ou des protagonistes du serment du jeu de paume, au moment où David commence l'exécution de son tableau, sont remis en cause par la Révolution elle-même. Souvenez-vous quand même qu'un quart des députés qui prêtent serment le 20 juin 1789 montent à l'échafaud, à commencer par le premier président de l'Assemblée nationale, qui est Bailly, qui va monter à l'échafaud, je crois, en novembre 1793. Donc, David élimine au fur et à mesure les personnages qui ne, que la Révolution a rejetés entre-temps. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles c'est en cela que toute peinture d'histoire, pour moi, ne peut être que symbolique ou allégorique, qu'elle ne sera jamais véritablement précise, parce que l'histoire, dans un certain sens, va trop vite pour la peinture. Et la Révolution a été trop vite pour David, qui, pour cette raison même, n'a jamais pu terminer son tableau. Mais il n'empêche que le serment du jeu de paume
quel que soit par David, quelles qu'en soient les imperfections et surtout les tromperies, parce que David fait figurer, par exemple, dans une tribune de la salle du jeu de paume, le futur député de la Convention Marat, l'ami du peuple, qui n'a jamais mis les pieds au jeu de paume le 20 juin 1789. De même, je ne sais pas si vous vous souvenez au premier plan du tableau de cette trilogie sainte qui est représentée par l'abbé Grégoire pour les catholiques, pour le clergé séculier, Rabot Saint-Étienne, pasteur protestant de Nîmes, et Dongerle, qui représente le clergé régulier, c'est-à-dire les monastères. On sait que parmi ces trois protagonistes du premier plan du tableau de David, Dongerle n'était pas présent le 20 juin 1789. Il ne va siéger à l'Assemblée nationale que comme député suppléant à la fin de l'année 1789. Donc il y a évidemment, comme toujours, et je dirais à l'image du roman historique, dans la peinture d'histoire, il y a pour, la bonne cause de l'allégorie, il y a des déformations qui sont opérées par le peintre. Il n'empêche que cette peinture elle avait été d'ailleurs recommandée par François Mitterrand en son temps. Il n'empêche que cette peinture, pour moi, est absolument essentielle. Et une autre, si on reste du côté de l'allégorie historique par la peinture, l'autre peinture, c'est évidemment la liberté guidant le peuple de Delacroix, où l'on voit cette liberté bonnet phrygien en tête, chevauchant une barricade, et le cadavre des gardes royaux tués au cours des Trois Glorieuses, conduites par ce Gavroche des rues de Paris qui tient un pistolet à la main. On connaît tous ce tableau. Ce sont évidemment deux tableaux absolument emblématiques des deux révolutions. Maintenant, il y a quelquefois, on peut aussi s'appuyer sur, je dirais, des images un peu plus précises et un peu plus, entre guillemets, historiques, qui relèvent moins de l'allégorie. Moi, je pourrais en proposer une vingtaine. Donc, vous voulez que je me contente d'une ou deux images? Oui, très bien, par exemple. Alors, je trouve par exemple que la représentation que j'ai publiée en couverture d'un de mes livres du serment prêté par le roi et la représentation nationale à la charte de 1814, le 4 juin 1814, est un tableau extrêmement important parce que pour moi, c'est vraiment la fondation du parlementarisme. Mais c'est un tableau qui, évidemment, par rapport aux deux grands tableaux allégoriques que je vous ai cités tout à l'heure, est infiniment moins connu. Mais du point de vue de l'histoire et du point de vue je dirais, de, de, de ce qu'il porte de nos évolutions politiques et de notre histoire politique contemporaine, c'est un tableau extrêmement important. Après, je peux vous en citer d'autres, mais je ne vais pas ennuyer nos amis professeurs. Très bien, merci beaucoup. Je laisse la parole à mon collègue. Alors, merci Clément. Alors, une petite question sur mon introduction. Je parlais de vos biographies. Il y a un personnage qui est derrière moi dont j'aimerais vous entendre. Ce personnage, donc, c'est Talleyrand. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce personnage clé de la période révolutionnaire, mais aussi de la période post-révolutionnaire qui va exercer donc le pouvoir pendant quasiment 50 ans et que Napoléon qualifiait, je cite, de merde dans des bas de soie. Dans un bas de soie, ça suffit. Dans un bas de soie. Vous savez, je ne suis pas seulement biographe, mais je suis aussi biographe et je choisis mes personnages en fonction de ce qu'ils pourront me dire des périodes qu'ils ont traversées. Je les choisis lorsque j'ai la conviction qu'ils me donnent mieux à comprendre les époques qu'ils ont traversées que d'autres. Je les choisis un peu comme, pour utiliser une métaphore, comme s'ils étaient des aimants très puissants qui attireraient à eux la limaille de fer de leur époque, qui donnaient quelque chose à dire à la fois des évolutions de fond d'une époque, mais aussi du climat. Vous savez, l'historien, de ce point de vue-là, est un peu géographe, hein. Il est climatologue en tout cas.
ne pas faire d'anachronisme en histoire, c'est quand même avoir ruminé assez longuement les archives d'une époque pour sentir ce que j'appellerais tout simplement l'air du temps de l'époque sur laquelle on travaille. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, quand un personnage me donne cet air du temps, je l'adopte. En même temps, des personnages comme Talleyrand, Fouché aussi, sur lequel j'ai travaillé, m'intéressent moins parce que ce sont des personnages à mémoire et à légende noire. Et j'ai toujours beaucoup travaillé, que ce soit sur des périodes, sur des événements ou sur des personnages. Je travaille, tous mes livres sont construits sur des jeux de miroir entre l'histoire et la mémoire. Entre les mémoires successives qui se sont agrégées sur tel ou tel personnage et la façon dont ils ont exercé leur vie et leur pouvoir au moment de leur vie, à l'époque de leur contemporain. Et ceci m'a toujours beaucoup intéressé. Jouer sur ces rapports d'histoire et la mémoire est essentielle. C'est une part essentielle de l'histoire et on ne peut pas faire de l'histoire sans travailler sur la ou les mémoires, quelles qu'elles soient. Donc ces personnages-là me donnent beaucoup à dire sur leur mémoire, sur la façon dont on les a transformés et m'oblige, dans un certain sens, à passer de l'autre côté du miroir, si vous voulez, et à essayer de comprendre comment et pourquoi ces mémoires se sont cristallisées. S'agissant de Talleyrand, qui, comme vous le savez, en effet, exerce le pouvoir à partir de 1780 jusqu'à quasiment 1834, parce que le dernier souverain qu'il va servir, qui est Louis-Philippe Ier, roi des Français, il le sert comme ambassadeur de France à Londres, mais il est une sorte de ministre des Affaires étrangères in partibus, donc il a été le ministre des Affaires étrangères de quasiment tous les régimes, depuis la Révolution, depuis le Directoire, jusqu'à la monarchie de Juillet. Mais ce que j'ai trouvé passionnant dans le travail que j'ai pu effectuer sur ce personnage, c'est précisément que c'est un personnage d'Ancien Régime, né sous l'Ancien Régime, formé et constitué et éduqué dans une famille de cour, par ailleurs, éduqué. Il naît quelques années après la bataille de Fontenoy, en plein règne de Louis XV. Hein. Il faut jamais oublier ça. Donc, éduqué sous l'Ancien Régime et qui, en même temps, a exercé le pouvoir aux côtés d'une génération qui n'a pas connu l'Ancien Régime, qu'on pourrait appeler un peu rapidement la génération romantique, les Guizot, les Thiers, les Rémusat, les Barrande, tous ces gens-là, et qui n'ont pas compris le personnage dans la mesure même où cet homme est profondément un homme des Lumières, non seulement un homme de l'Ancien Régime, mais aussi, parce que les deux sont liés, un homme des Lumières confronté à une génération qui ne le comprenait pas pour être romantique. On n'a pas compris la façon dont Talleyrand a traversé la Révolution dans un certain sens, en bas de soie, pour reprendre l'expression de Napoléon, en bas de soie et perruque poudrée. La façon dont il a compris la Révolution, mais dont il n'en a pas été touché, alors que les romantiques vont porter la Révolution comme une douleur ou comme une gloire en bandoulière. Talleyrand est quelqu'un d'éminemment cérébral. C'est un intellectuel qui exerce la politique dans un certain sens, et ses discours théoriques, ses écrits théoriques sur les questions de politique étrangère comme sur les questions de politique intérieure, qui avaient été peu lus au fond par mes prédécesseurs biographes, sont absolument essentiels. C'est quelqu'un issu de l'Ancien Régime qui comprend la Révolution et qui, au fond, porte sur les fonds baptismaux, si j'ose dire, ce régime mixte dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est ce régime de la monarchie parlementaire en 1814. C'est quelqu'un qui, au-delà des changements de maîtres successifs, c'est vrai qu'il a servi tous les régimes, a été étrangement fidèle à ses idées qu'il porte dès 1789 comme député du clergé à l'Assemblée nationale, qui sont précisément ces idées de monarchie parlementaire. Au fond, Talleyrand est dans un certain sens un conservateur libéral et qu'il va faire advenir à force de patience et de pugnacité 25 ans plus tard, en 1814. Mais
son univers politique et mental et son univers géostratégique, si j'ose dire, c'est-à-dire sa vision européenne et du monde, elle est constituée dès 1789. Et en cela, sans parler de ce qu'on pourrait appeler la soie de l'esprit français, sans parler de l'extraordinaire pouvoir de séduction de cet homme, de l'extrême intelligence de cet homme, donc à la fois du côté humain, mais aussi du côté politique, cet homme était, dans un certain sens, pour moi, le fil conducteur, le fil d'Ariane, non pas pour aller au Minotaure et se faire manger par le Minotaure, mais le fil d'Ariane idéal pour traverser la Révolution, l'Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet. Merci pour cette réponse. Eh ben alors, je vais poser une autre question. Pareil, vous en avez parlé tout à l'heure sur Fouché, parce que c'est un autre personnage sur lequel vous êtes intéressé, même génération que Talleyrand, Et et même, pas mais même origine sociale. oui, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce personnage qui, pareil, lui aussi va traverser la Révolution française, le Directoire, le consulat, l'Empire, la Restauration? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage euh, dont vous Il avez est, écrit une biographie? il est encore plus intéressant de Talleyrand que Talleyrand dans la mesure où il a participé, si vous voulez, à la destruction d'une société et à la construction d'une autre, pour avoir précisément survécu à la Révolution française, par son habileté, par son cynisme, par ses réseaux, par sa capacité extraordinaire de stratège politique. Il a survécu sous Robespierre et il a survécu après Robespierre. Et donc, c'est un homme assez exceptionnel parce que il est l'un des protagonistes du désordre qui naît de la destruction de la société d'Ancien Régime, une société d'ordre fondée en droit sur un principe d'inégalité sociale, hein, rappelons ça, et il est l'un des protagonistes principaux du côté de l'ordre, de la surveillance et des rapports entre l'ordre et la liberté, de la construction d'une société nouvelle fondée sur le principe de l'égalité. Comme ministre de la police des régimes successifs, avec quand même, saluons l'article, cette capacité à avoir été le ministre de la police de Louis XVIII, le propre frère de celui qu'il avait contribué à envoyer à l'échafaud le 21 janvier 1793 comme conventionnel régicide. Saluons l'artiste. Hein. Vous avez évoqué, effectivement, vous avez été l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle 7 jours, la France entre en révolution. Et il y a un sous-titre, ou en tout cas des dates qui sont posées, c'est le 17-23 juin, du 17 au 23 juin 1789. Et pour le coup, dans nos livres d'histoire, et en tout cas ce qu'on apprend en partie à nos élèves, c'est que le début de la Révolution, on pensait que c'était la prise de la Bastille. Et du coup, là, vous expliquez que non, finalement. Le transfert de souveraineté, il a vraiment lieu entre le 17 et le 23 juin. C'est-à-dire qu'en une semaine, ce qui était le tiers État, c'est-à-dire le troisième ordre du royaume, devient le 17 juin Assemblée nationale, le 20 juin Assemblée constituante et le 23 juin quasiment Cour de justice, puisque le 23 juin, Mirabeau propose la création d'un comité de recherche et l'expression pour la première fois prononcée de crime de lèse-nation. Et donc, en une semaine, l'ancien ordre du tiers-État va s'emparer de tous les pouvoirs au nom de la nation. Seulement, le 14 juillet, le peuple s'empare symboliquement et pratiquement, même si la Bastille, à mon sens, s'est plus rendue qu'elle n'a été prise. Vous connaissez le mot cruel de Rivarol à propos du marquis de Launay, qui était le gouverneur de la Bastille. Monsieur Delaunay avait perdu la tête bien avant qu'on ne la lui coupe. Delaunay a paniqué. Il avait d'ailleurs une trentaine de gardes suisses en tout et pour tout dans les tours de la Bastille. Il a négocié avec le peuple du faubourg Saint-Antoine et du faubourg Saint-Martin qui marchaient sur la Bastille, non pas parce que c'était un symbole de la tyrannie, mais parce qu'il y avait de la poudre dans la Bastille.
et que ce même peuple des faubourgs s'était emparé aux invalides des armes susceptibles de lui permettre de se défendre contre ce qu'on pensait être une prise de la ville de Paris de vive force par les régiments royaux qui entourent Paris. Donc, on prend la Bastille pour des raisons de défense et pour des raisons stratégiques, parce qu'il y a de la poudre dans les caves de la Bastille. Mais très très rapidement, la prise de la Bastille va devenir symboliquement un événement total, c'est-à-dire l'irruption du peuple, et pas seulement du peuple de Paris, mais du peuple français sur la scène de la politique. Et on va passer par cet événement de la prise de la Bastille insensiblement de la notion de nation, car lorsque Mirabeau s'exprime devant Dreux-Brézé le 23 juin 1789, il ne dit pas, comme on le lui fera dire par la suite, allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Il ne parle pas de peuple, il parle de nation. Le peuple ne va arriver qu'après. Et donc, la Bastille est extrêmement important du point de vue je dirais, de cette évolution, de ce passage de la nation au peuple. De quel peuple parle-t-on par ailleurs? Ça, on pourrait en discuter pendant très longtemps. Chacun a son peuple, et encore aujourd'hui, dans le spectre politique contemporain, chacun parle d'un peuple qui n'est pas celui de son voisin. Mais le peuple est devenu, je dirais, symboliquement essentiel par cet acte de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, qu'on ne fête pas le 14 juillet. Comme vous le savez, le 14 juillet, nous fêtons la fête de la Fédération, c'est-à-dire le 14 juillet 1790, et non pas le 14 juillet 1789, c'est-à-dire cette tentative de réconciliation qui n'a pas duré très longtemps entre Louis XVI, le pouvoir monarchique d'un côté, et la nation de l'autre. Et donc, d'un point de vue symbolique, le 14 juillet est essentiel, mais je dirais d'un point de vue des principes, d'un point de vue politique, du point de vue de la réalité du renversement de la souveraineté, ce qui, à mon avis, et c'est pour ça que j'ai consacré un livre à cette semaine, l'événement essentiel, c'est le 17 juin 1789, lorsque les députés du tiers, sans demander son avis au roi, se constituent en Assemblée nationale. Bien, merci Emmanuel de Varesquiel pour toutes vos réponses. C'était parfaitement clair et limpide. Vous retrouverez donc ce podcast sur le site académique de Mayotte qui s'appelle Jazzy. Alors, j'en profite d'abord pour vous dire que j'étais très heureux de cette discussion, et puis pour saluer mes amis enseignants de votre académie de Mayotte et d'ailleurs, et leur dire qu'ils jouent un rôle absolument essentiel dans la transmission des connaissances et de notre histoire, avec à la fois les bases et l'esprit critique. Ça, ces deux socles-là sont essentiels. D'accord, merci Merci. beaucoup. Allez, au Merci à revoir. vous, au revoir. Au revoir.